et aussi pour vous faire découvrir de nouvelles farines que vous avez peut-être commencé à avoir dans les magasins bio, les supermarchés, mais que vous ne savez pas comment utiliser et pour découvrir de nouvelles saveurs. Parfait. Moi, j'assiste Marion, du coup, et c'est une découverte aussi pour moi. Donc, je vais apprendre aussi en même temps que vous quelques petites astuces du quotidien voilà, pour évolutionner, mais toujours en gardant, et ce qu'a oublié de dire Elodie, c'est qu'on veut toujours garder la gourmandise, surtout. Exactement. J'ai pas besoin de le dire, vu comme je suis gourmande. On va déjà les cookies. Donc, si jamais vous n'avez pas encore préparé votre panier, il faut le faire assez rapidement, mais pour les ingrédients, du coup, je vous les répète, donc on a 100 g de beurre à température ambiante, c'est important pour pouvoir faire un beau beurre pommade. Sinon, si jamais vous venez de le sortir du frigo, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes, mais vraiment juste quelques secondes. Donc ça tranche entre séparer en fait le petit lait et que ça soit pas liquide en fait. C'est vraiment pour mélanger et crémer avec le sucre. Voilà, donc en fait le beurre, si vous avez l'occasion, regardez bien les étiquettes, privilégiez vraiment un beurre français. Produit en France, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire notre beurre, notre lait, nos yaourts, donc privilégiez le 100% France. Marion, Rémi, éloignez-vous, il y a Covid. Ça va, on est à 1 m, 1 m 50 de distance. Vous ne le voyez pas, mais on n'est pas si proche que ça. Alors. Donc pour le beurre, vous le mettez dans un saladier, vous prenez un fouet, et en fait vous allez le détendre jusqu'à ce que ça ressemble à une sorte de pommade. D'où l'intérêt de l'avoir à température ambiante. Et si vous voulez vraiment vérifier que ça marche bien, en fait, il faut simplement poser son doigt. Et si c'est suffisamment mou et que ça ne reprenne pas sa forme, en fait, ça veut dire qu'il est totalement pommade. Donc, une fois que vous avez réalisé votre beurre bien pommade, vous allez rajouter le sucre. Donc, nous, on a choisi le sucre vergeoise. Donc, qu'est-ce que du sucre vergeoise? C'est, en fait, vous avez deux types de sucre. Vous avez, qu'on retrouve le plus souvent dans le commerce, vous avez la canne à sucre et le sucre blanc. Et le sucre blanc, ça vient de la betterave. Le sucre vergeoise, en fait, c'est le jus de la betterave qui a été cuit plusieurs fois pour justement lui donner ce petit goût un peu caramélisé, un peu fumé. Et vous allez voir, il a une texture un peu humide. Et quand on est ch'ti, on appelle ça aussi le sucre cassonade. En fait, c'est le sucre qu'on utilise pour faire les spéculoos, généralement. Et c'est les ch'tis qui disent cassonade. Ouais, les pays du Nord, ils disent cassonade aussi. Et en fait, c'est un sucre, si c'est la première fois que vous en entendez parler, vous pouvez le retrouver vraiment partout dans le commerce. Oui, donc du coup, ça vient de la betterave sucrière. Donc du coup, c'est un sucre blanc, c'est un sucre qui va être raffiné, entre guillemets. Maintenant, vous pouvez privilégier le sucre de canne, si vous préférez, ou alors un sucre qui peut se ressembler, le sucre de coco, qu'on trouve de plus en plus aussi dans le commerce. Il y a une question, Marion. Est-ce qu'on commence à allumer le four ou tu l'allumeras après? Vous pouvez l'allumer maintenant, effectivement. À combien de degrés, du coup? Alors, vous allumez le four à 180 degrés. Parfait. Généralement, pour un bon chauffage, il faut 10 bonnes minutes. C'est ça, 10 bonnes minutes. Puis vous avez tous des fours de compétition maintenant, généralement. Exactement. Donc, ça indique quand ça atteint la bonne température. Une fois que vous avez mélangé le beurre et le sucre avec le fouet, vous retirez votre fouet et de préférence, vous utilisez une spatule, ça sera beaucoup plus pratique pour le mélange. Et si vous avez des enfants, vous pouvez le faire à la main aussi. Oui, à la main, c'est très sympa. Ouais. Moi, j'aime bien avoir les mains dans la pâtisserie. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Faut-il encore que les enfants ne touchent pas le canapé juste après? Non, c'est préférable, surtout si avec les confinements, vous avez appris à gérer vos enfants aussi. Exactement. Ensuite, une fois que vous avez votre mélange, vous allez rajouter votre œuf. Donc, l'importance de l'œuf. Sur votre œuf, vous avez des choses qui sont écrites dessus. Si jamais vous n'avez plus la boîte à la maison, si vous voulez savoir quel type d'œuf vous avez acheté. Donc, vous avez l'ADLC, donc la date limite de consommation. Et en dessous, vous allez avoir un petit numéro avec des lettres. Donc, il y a un petit chiffre qui est devant FR. FR, ça veut dire que c'est des œufs français. Et le petit chiffre, en fait, il va déterminer la provenance de vos œufs. Le 0, ça va être un œuf bio. Le 1, ça va être un œuf élevé en plein air. Le 2, ça va être un œuf élevé en cage. Et 3, c'est batterie. En général, on n'en retrouve plus vraiment dans le commerce. Nous, on privilégie les œufs bio. Ouais, c'est marqué bio. Et les derniers chiffres, en fait, ça provient de l'élevage, en fait. Vous allez savoir d'où il vient, exactement. Donc, c'est hyper important, surtout maintenant dans le commerce, on ne retrouve plus des œufs en cage.
tout le monde a fait sa révolution et achète du plein air. Et nous, c'est un minimum des œufs en plein air qu'on va utiliser pour nos recettes et au maximum du bio aussi. Voilà. Donc, nous, on l'avait déjà cassé, donc vous pouvez rajouter l'œuf à votre préparation. Et petite astuce, si vous ne voulez pas aussi peser votre œuf, il faut savoir qu'un œuf moyen, c'est à peu près 50-60 grammes. On dit que le jaune d'œuf, c'est 20 grammes et le blanc d'œuf représente 30 grammes de votre recette. Donc, si jamais vous avez des recettes autres que la recette que je vous présente aujourd'hui et que vous avez un grammage à côté de l'œuf, par exemple 100 grammes ou 200 grammes d'œuf, et ben vous partez du principe où un œuf, c'est 50 grammes. Et du coup, comme ça, vous pouvez calculer pour savoir combien il vous faudra d'œufs. Et dernière chose pour l'œuf, il ne faut jamais casser son œuf sur le contenant qu'on utilise, parce qu'en France, on lave les œufs. On voit aussi que, là vous ne voyez pas forcément, mais il y a des petites cochonneries, parce que voilà, on ne les lave pas, donc il faut toujours les casser dans un récipient à part et bien se laver les mains après. C'est hyper important. Et sinon, ça peut rajouter aussi des brisures à votre préparation. Ce qui est bien pour un cookie, parce que c'est du crunch, mais ce n'est pas ce qu'on veut quand même. Donc, une fois que vous avez mélangé votre œuf, vous allez rajouter la farine et vous allez mettre la levure dans la farine. Vous mélangez un petit peu les deux. Moi, je l'ai déjà fait auparavant pour qu'en fait, la levure soit bien incorporée à la farine et qu'on en ait vraiment partout dans la préparation. Si vous rajoutez la levure à la fin, vous avez des risques qu'une certaine partie de la préparation soit beaucoup plus concentrée en levure que l'autre. Donc, nous, on a utilisé aujourd'hui de la farine de pois chiche. Hop, c'est les aléas du direct. Donc, pourquoi la farine de pois chiche? Parce que déjà, c'est un produit qu'on n'utilise pas souvent. Ensuite, encore une fois, pour les allergies, les intolérances, etc. De 3, c'est un produit qui est plutôt bon en pâtisserie. Vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas du tout sentir le goût du pois chiche à la fin. Ensuite, c'est un produit qui est riche en fibres, qui est très bon pour la digestion, qui limite le mauvais cholestérol et le diabète. Donc, si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à en consommer régulièrement. Et c'est riche en vitamine B. Que des bienfaits. Exactement. Alors, quelles autres farines on peut utiliser, Marion? Notamment, il y a quelqu'un qui demande si on peut utiliser de la farine de riz. Alors, je n'ai pas fait l'essai avec la farine de riz. Après, vous pouvez essayer, mais je crois que la farine de riz, en fait, est un peu plus compacte. Donc, il faudra peut-être baisser la quantité de farine. Si vous avez vu dans les ingrédients aussi, je vous avais prévu 200 g de farine et 60 g de farine de coco. Pourquoi la farine de coco? Si vous utilisez que ça, c'est une farine qui va être beaucoup plus dense et qui va absorber l'humidité. Donc, en fait, pour pouvoir avoir un beau cookie, on va réduire la farine. Sinon, vous allez avoir un bloc tout sableux. Ça ne va pas être très intéressant. Et aussi, la farine de coco, en fait, elle a le double en quantité de protéines par rapport à la farine de blé. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui font des régimes protéinés, etc. Mais pour les cookies... Et ça baisse aussi le taux de sucre, du coup. Exactement. Parce qu'il y a déjà plus de glucides dans ces farines-là. Donc là, vous avez déjà une belle pâte à cookies qui est déjà prête. À ça, vous allez pouvoir rajouter du chocolat, donc des pépites de chocolat. Quel type de chocolat Alors, nous, on utilise du chocolat noir. Donc, nous, on aime bien les chocolats un peu forts, de régions un peu sympas. Donc, du coup, un chocolat 60-70%, ça peut être très intéressant en termes de goût et pour casser aussi le sucre. Vous pouvez aussi utiliser du chocolat au lait, mais il faut surtout éviter le chocolat blanc dans les cookies. Parce que le chocolat blanc va se retrouver à la surface et à la cuisson, en fait, le chocolat blanc est plein de sucre. Et du coup, le sucre va brûler à la cuisson et vous n'aurez pas du tout l'effet que vous vouliez avoir. Parce que le chocolat blanc, c'est de la graisse végétale, donc forcément, après, ça va plus vite brûler. Et comme on rajoute pas mal de produits de crème et de sucre aussi, directement, ça va caraméliser. Donc, vous pouvez rajouter les pépites et ensuite, on a choisi des noisettes en fruits secs. Alors, les fruits secs, vraiment, c'est à votre convenance, que ce soit des amandes, des noisettes, toute autre chose. Si jamais vous n'aimez pas le chocolat, que vous n'aimez pas les fruits secs, vous pouvez réaliser la recette avec des flocons d'avoine, des cranberries, enfin quelque chose qui vous donne envie. Et en fonction de ce que vous aimez aussi. Et ce que vous avez dans les placards aussi, voilà. Parce que parfois c'est une commande de dernière minute qu'on fait et c'est tout ce qui traîne dans nos placards, comme quand on cuisine le soir à la maison. Quand on n'a pas d'idée, il suffit simplement d'ouvrir. Tu fais pas torréfier les noisettes avant ou tu les fais? Les cuire au four et du coup, comme en fait, c'est pas dans une très grosse préparation, elles vont cuire en même temps que le cookie. D'accord. À savoir qu'il y a des choses un petit peu aussi sympas, vous pouvez utiliser pour mettre de la couleur.
ce genre de choses pour donner un peu de vert. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les cookies, graines de lin, graines de tournesol, graines de courge. Et du coup c'est intéressant. Gustativement, c'est intéressant. Et vous savez d'où vient le cookie, du coup? J'imagine que oui. Alors, attends, Rémi, avant ça, il y a une petite question sur les fruits secs. Est-ce qu'ils font les concassés avant? Ah non, au contraire. En fait, après, ça dépend de vos goûts, bien évidemment. Mais si vous les gardez entiers, justement, vous allez avoir cette mâche dans le cookie, ce croustillant, qui est assez intéressant. Ça ramène le crunch. Après, si vous avez des fruits secs, que vous avez acheté des fruits secs concassés déjà, des amandes, etc., bien sûr, vous pouvez les utiliser. Mais moi, je préfère les garder entiers, justement, pour avoir cette mâche et ce petit croustillant. Alors, Parfait. Pardon. Est-ce que je peux raconter l'histoire du cookie? Vas-y, Rémi, on t'écoute. Cookie, en fait, c'est un mot qui vient de Hollande parce que c'est quasiment la même étymologie et ça veut dire littéralement, dans les pays francophones, en fait, petit biscuit aux pépites de chocolat. Et le cookie a été inventé, si je me rappelle bien, c'est par Sue and Ruth. C'est deux cuisinières, comme les sœurs Tatin, en fait. Et elles ont inventé un biscuit à base de pépites de chocolat. Et c'est en 1938 à peu près, pareil. Et ça a été démocratisé en Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu la guerre. Et du coup, en fait, les Américains qui étaient là-bas ont demandé à se faire livrer en fait, des cookies pour... voilà, c'était le petit côté réconfortant, etc. Et en fait, du coup, ils ont fait goûter aux gens qui étaient autour d'eux. Et petit à petit, en fait, c'est parti dans le monde entier. Tout le monde est parti leur commander des cookies. C'est comme les chewing-gums, en fait. Ils ont fait livrer dans leur colis alimentaire, en fait, les petits biscuits qui leur appelaient, en fait, la maison. Et voilà, pour avoir plus du cœur à l'ouvrage, entre guillemets, ou à penser à nous délivrer, ils nous ont délivré les cookies en même temps. Et dans la recette de base, en fait, le sucre utilisé aussi, c'est du sucre vergeois. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour les enfants. Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un très grand cookie avec la même préparation, en type gâteau d'anniversaire? Alors, vous pouvez faire un très grand cookie, c'est juste le temps de cuisson qui va être un peu différent. En fait, après, vous allez... Il faut rajouter du temps de cuisson. C'est ça, vous allez pousser la cuisson et après, c'est vraiment vous, à l'œil, vous allez voir s'il est assez cuit ou pas, surtout au niveau du centre. Là, nous, le cookie qu'on va vous faire, du coup, il va être croustillant à l'extérieur, mais il va rester un peu moelleux à l'intérieur. Après, tout dépend comment vous l'aimez. Mais souvent, on préfère avoir un cookie qui est assez moelleux plutôt que quelque chose qui est trop rigide, trop dur. Et quelque chose encore plus gourmand, en fait, il existe la recette maintenant du brookies. Donc, on mélange en fait brownie et cookies. Et donc là, pour le coup, on a vraiment le côté très gourmand de la recette. On cumule deux recettes généreuses. Vous pouvez faire un brownie sans gluten aussi. Et du coup, vous mettez le brownie dans votre moule et des morceaux de pâte à cookies dessus. Vous le cuisez au four et c'est top, vraiment top. Je crois qu'on fait déjà. C'est pas le mieux pour le summer body, mais bon, c'est génial. Tout dépend de la quantité qu'on mange. Moi, je parle de il faut se faire plaisir dans la vie. Tant que c'est en petite quantité, on n'a pas à s'inquiéter de notre corps cet été sur la plage. De toute manière, en mélangeant ou autre à la spatule, déjà on travaille des bras, donc ça participe au summer body. Et voilà. Quand même. Ensuite, une fois que votre préparation donc, elle est faite, vous prenez une plaque et un papier cuisson. Donc, si vous n'avez pas de plaque sur gris, ça marche aussi. C'est juste que vous allez avoir un peu le relief sur la pâte à cookies. Et sinon, moi, ce que j'utilise à la maison, c'est souvent les plaques noires qu'on a dans le four. Là. Enfin, comment ça s'appelle? C'est en silicone. Les plaques noires, souvent, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un lèche-place. Lèche-frite. Voilà. Moi, j'utilise ça, c'est très bien. Je n'ai pas de plaque qui rentre dans mon four à la maison. Et c'est droit, c'est très, très bien. Donc là, on va bouler les cookies. Donc après, encore une fois, moi, j'en fais 10 environ avec cette préparation. Lèche-frite, ça s'appelle. Comment? Oui, lèche-frite. Voilà, merci beaucoup. Lèche-frite. Merci Annie. Merci Annie. Merci à la communauté. Si jamais vous avez envie de gros cookies, vous pouvez en faire des plus gros. Si vous en voulez des tout petits en mignardise avec le café, c'est possible aussi. Là, on va mettre les mains dedans. Si vous aimez les pâtes à cru, moi j'adore. En fait, c'est à ce moment-là que je viendrai quasiment manger tout le bol aussi. Si vous aimez la glace
Avec les cookies crus aussi, c'est pareil. Vous avez une glace à la maison, n'hésitez pas à lancer des petits morceaux de cookies crus. C'est pareil, c'est très bon. C'est agressif. Oh là là, toutes ces idées. En termes de quantité, une petite boule qui rentre en fait dans la paume de la main. Et vous allez la bouler légèrement. Et l'aplatir juste un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça fait à peu près 1 cm et demi d'épaisseur. Et du coup, on va les poser sur la plaque. Ça va faire à peu près la quantité pour avoir un cookie. Exactement. En fait, je vais vous montrer la différence. Donc là, vous allez avoir la pâte crue. Et en fait, une fois cuit, voilà. Donc ça s'étale quand même pas mal. Donc n'ayez pas peur en vous disant ça fait quand même des petites quantités. Non, à la cuisson, ça va s'étaler. Avec la levure, ça va prendre du volume. On va avoir des très bons cookies. Donc là, moi, je vais vous en présenter 3-4. Et après, je vais vous expliquer comment conserver votre pâte à cookies. Si jamais vous êtes seul ou deux et que vous n'avez pas envie de tout manger, ou alors vous avez un anniversaire de prévu ou quelque chose et que vous voulez le faire en plus grosse quantité, vous pouvez garder votre pâte à cookies au congélateur. Sans la cuire. Sans la cuire, exactement. Très bien, il n'y a pas d'eau à l'intérieur ou très peu, donc ça ne cristallise pas, donc ça ne va pas s'altérer. Bien sûr, il ne faut pas les garder plus de 6 mois dans le congélateur, mais je pense qu'il y a oui, pas plus de 6 mois, mais si vous voulez les garder 1 ou 2 mois en prévision, les beaux temps arrivent, vous voulez aller faire un pique-nique dehors, avec le confinement, on profite, on sort, vous pouvez totalement le faire. Je ne sais pas si le film est grand. Impeccable. Donc ça, c'est la première astuce, du coup. Ouais. Je les mets au four. Nous, on va les enfourner. Vous pouvez les enfourner aussi. Comme ça, après, on a le temps de discuter ensemble. Petite astuce aussi, si vous avez peur que votre feuille s'envole, vous mettez un petit peu de pâte dans les coins de la plaque et ça va coller et ça va éviter de mettre des fourchettes directement sur votre papier et d'en mettre partout dans votre four. Voilà, c'est des petits points de colle. Ça, c'est une petite technique qu'on peut utiliser notamment dans tout ce qui est léger. Quand vous faites des meringues ou des macarons à la maison, n'hésitez pas à bien coller vos feuilles à la plaque. Et dernière astuce, en fait, la disposition, elle n'est pas naturelle, en fait, ça s'appelle en quinconce. C'est une bonne répartition aussi de la chaleur entre votre biscuit. Voilà. À chaque fois quand vous faites des biscuits, quand vous faites cuire quelque chose, vous les mettez en quinconce. C'est-à-dire que vous les mettez vous laissez de l'espace entre deux. Oui, vous alternez en fonction des rangées. Donc là, je mets au four. Exactement. Parfait. Donc, du coup, on va les cuire, nous, pour la taille qu'on a choisie, 14 minutes à 180 degrés. Nous, on va les cuire un peu moins parce qu'on a des fours qui ventilent. Pour un four à chaleur tournante? Oui, four à chaleur tournante. Donc là, nous, on a des fours qui pulsent, donc on va le cuire à peu près 10 minutes. Mais moi, pour l'avoir fait plusieurs fois à la maison, 14 minutes, c'est l'idéal. Alors, il y a juste Mathieu qui nous fait un commentaire sur la pâte à cookies 6 mois dans un congélateur. Impossible. C'est impossible 6 mois dans un congélateur? C'est parce que Mathieu, il a un congélateur très, très, très mauvais. C'est trop long, dit-il. Alors, de toute manière, quand on fait ce genre de préparation, on attend rarement 6 mois avant de la manger. En général, on sait qu'il y en a qui nous attendent quelque part, on y retourne. Donc, voilà, ouais, je pense que Mathieu, il les mange en une semaine. Alors, à savoir aussi, je pense que c'est parce que Mathieu mange en une semaine. Si vous avez des freezers à la maison, dans votre frigo, si vous avez des freezers en haut, vous avez des étoiles. Donc, une étoile, en fait, c'est si vous mettez une préparation, il n'y a qu'une étoile. On vous a perdu, Marion, pendant un moment. Vous pouvez racler votre préparation. On laisse aux enfants, du coup. Voilà. Ensuite, vous coupez votre film. Et là, on va faire comme une ballotine. Donc,
ceux qui ont l'habitude de cuisiner, qui font des ballotines de poulet ou autres, ou qui l'ont déjà vu à la télé, vous allez mettre le film d'un côté et de l'autre, vous allez bien appuyer, ensuite vous fermez sur les côtés, en tournant, et après en fait, vous roulez pour faire un beau boudin. Simplement la préparation de la ballotine, comme on le fait à la maison pour la volaille et pour le saumon, et ben, ça marche aussi pour les desserts. Voilà. Ou pour le beurre maître d'hôtel aussi, c'est très pratique. Donc l'avantage, Ah, on les a perdus. Je vais dire à la team de se reconnecter. Attendez. Je pense que la connexion était mauvaise. Voilà. Marion, on vous a perdu pendant une seconde. La connexion on a une petite coupure, mais on est là. Il faut que vous remettiez votre caméra. On ne vous voit plus. Voilà. C'est bon? La connexion n'est pas très bonne, l'image n'est pas excellente, mais on va attendre que ça s'améliore. Oui. Donc, on vous a perdu à la ballotine qui était comme une volaille, comme votre ballotine de volaille. Et puis voilà, on ne vous a plus entendu après. Voilà. C'était le même principe quand on faisait un beurre maître d'hôtel. Quand on veut couper après des jolies rondelles, en fait, ça permet de bien façonner la préparation. D'accord. Donc l'avantage de cette conservation, c'est qu'en fait, vous êtes deux ou trois, en fait, vous allez sortir et vous allez couper les tranches, et vous allez De cette manière, on pourrait le faire